Dans cette présentation, nous ferons une mise à jour des traitements qui ont été développés pour Covid-19 ou qui sont encore en développement. Évidemment, on ne les verra pas tous parce qu'il y en a littéralement des centaines de différents. On va faire on va voir les principaux succès et on va également prendre connaissance de deux ou trois approches qui sont plutôt en développement. Alors je vais commencer par rappeler ce qu'est le concept de repositionnement qu'on a déjà vu dans une autre présentation. Et il s'agit de l'utilisation de molécules qui sont déjà développées, qui parfois ont pu même être déjà approuvées pour d'autres indications. En l'occurrence, évidemment, on cherche à utiliser pour traiter les malades de la pandémie de Covid-19, qui est donc un nouveau virus introduit dans l'espèce humaine récemment. On cherche donc à traiter ces patients par des molécules qui ont été développées essentiellement pour traiter d'autres infections virales. Les avantages y sont assez évidents. C'est d'abord le fait qu'on connaît déjà les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des molécules que l'on teste. Les propriétés pharmacocinétiques, ça couvre toutes les propriétés de la molécule elle-même, c'est-à-dire sa capacité à être absorbée par l'organisme, sa stabilité dans l'organisme, etc. Alors que les propriétés pharmacodynamiques reflètent plutôt les effets que cette molécule va avoir sur l'humain ou l'animal auquel elle est administrée. Donc, les effets indésirables des molécules pharmacologiques, évidemment, pour du repositionnement, ils sont déjà connus. Alors, c'est un gros avantage. On sait également quel dosage on peut utiliser. Donc, on connaît déjà un petit peu les relations entre dosage et effets indésirables. Et pour ces raisons, les études de phase 1 peuvent être évitées complètement. Alors je rappelle que la phase 1, c'est celle au cours de laquelle une molécule est testée principalement pour son innocuité sur l'humain. Donc on ne teste pas encore son efficacité pour traiter la maladie pour laquelle cette molécule est développée. Alors d'une façon générale, pour une molécule repositionner, évidemment, l'approbation peut être obtenue beaucoup plus rapidement que lorsqu'on développe une nouvelle molécule. Donc, l'avancée principale, c'est dans le cas de Covid-19, c'est donc le remdesivir qui est un inhibiteur de la polymérase du virus, qui est maintenant un médicament approuvé dans la plupart des pays, au Canada, au Japon, en Europe, au Royaume-Uni, pas encore exactement aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est une molécule qui est quand même utilisée sous une procédure spéciale qui s'appelle dans le fond procédure d'autorisation d'utilisation pour des raisons d'urgence. L'inconvénient du repositionnement, il y en a un principal, mais c'est un inconvénient de taille, c'est que la molécule qu'on utilise n'a pas été optimisée pour la nouvelle cible, pour la nouvelle indication, et d'une façon générale, les molécules repositionnées tendent à être moins efficaces que des molécules développées spécifiquement pour la nouvelle indication. Je vais parler d'un autre inhibiteur de la polymérase qui s'appelle le NHC. Donc ça, c'est son acronyme. Là, son nom entier, il est ici, bêta-DN4-hydroxycitidine. L'autre nom pour cette molécule, c'est EIDD 1931. C'est un analogue de nucléoside.
de même que le remdesivir. Et c'est une autre tentative de repositionnement puisque c'est une molécule qui était déjà connue pour inhiber d'autres virus à ARN, notamment influenza, également le virus Ebola. Alors ça c'est un point commun avec le remdesivir qui inhibe également le virus Ebola. D'autres coronavirus avaient également été trouvés comme étant inhibés par le NHC. Lors de tests in vitro, on a pu déterminer que le NHC inhibait efficacement le virus SARS-CoV-2 dans différentes lignées cellulaires. Alors je vous montre quelques résultats ici où on a des expériences où on affecte les cellules pendant 2 jours en présence de concentration croissante de la molécule, et puis au bout des 2 jours on regarde la concentration de virus infectieux dans le surnageant de ces cellules. La concentration de virus infectieux, elle est examinée par des techniques classiques de virologie qui utilisent ce qu'on appelle des plages de Lise. Dans le fond, ce qu'on regarde, c'est la capacité du virus à induire des effets cytotoxiques sur une culture de cellules, et on fait ça sur de multiples dilutions de ce virus. Alors ça permet d'obtenir une titration, un nombre de particules infectieuses par unité de volume. Lorsque on examine la capacité du virus à se répliquer dans les cellules Vero, les cellules Vero étant des cellules d'un singe qui s'appelle le singe vert africain, et qui ont été utilisées parce que ces cellules sont connues pour être très permissives à l'infection par diverses familles de virus à ARN, incluant les coronavirus ainsi que les flavivirus. Eh bien, on voit que le pourcentage d'inhibition comme prévu augmente avec l'augmentation de la concentration qui est utilisée pour cette molécule, et on est capable de calculer un IC50, c'est-à-dire une concentration de la molécule à laquelle on observe un 50% d'inhibition, et dans cette lignée cellulaire, cet IC50 est de un petit peu moins de 1 micromolaire. Ils ont également analysé un autre type cellulaire qui est intéressant du point de vue de la pertinence physiologique. Ce sont les cellules Calu3. Ces cellules, ce sont des cellules, en fait c'est une lignée cellulaire qui est dérivée de cellules épithéliales de poumons humains. Okay. Et dans ces cellules, le NHC a également un effet inhibiteur, et il détermine un IC50 d'environ 0,1 micromolaire. Donc là on est dans les concentrations nanomolaires pour l'IC50, alors c'est relativement satisfaisant. Et enfin, un autre modèle cellulaire qui est encore plus pertinent, ce sont les HAE. Les HAE, en fait, ce sont des cellules primaires d'épithélium respiratoire humain. Ces cellules primaires, donc quand on dit cellules primaires, ça veut dire que les cellules proviennent directement de patients. Dans ce cas-ci, les cellules proviennent de patients qui, en fait, ont été opérés pour une toute autre raison. Ils ont été opérés pour des problèmes de fibrose cystique. Donc les cellules qui ont été récupérées au cours de l'opération ont pu être utilisées donc dans ces expériences d'infection. Là encore, on voit une inhibition qui augmente avec la concentration qui est de la molécule qui est utilisée. Alors attention, la courbe ici est un peu l'inverse des autres. Au lieu de mesurer un niveau d'inhibition, on mesure une quantité de virus. Alors l'inhibition, elle est ici pour des doses importantes. Mais peu importe, on peut calculer là encore un IC50, et il trouve que l'IC50 est de l'ordre de 0,1 micromolaire, ou même un petit peu en dessous, ce qui est bien également. Donc la molécule fonctionne plutôt bien sur des lignées cellulaires, mais la raison principale pour laquelle je voulais vous montrer ces résultats, c'est le mécanisme d'action qui est intéressant.
En effet, ce qui a été observé, c'est que le NHC inhibe la réplication du génome viral comme prévu, mais également provoque l'accumulation de mutations à l'intérieur du génome viral. Donc ici, on a une expérience d'infection de cellules HAE qui est réalisée en présence de remdesivir ou bien en présence de NHC aux mêmes concentrations de 0,1, 1 ou 10 micromolaires. Et là, ici en gris, on a le contrôle véhicule en quelque sorte, c'est pour faire simple l'absence d'inhibiteurs. On regarde la quantité de virus dans le sang agent de ces cellules à 0, 24 ou 48 heures. Et ce qu'on observe, c'est que aussi bien pour le remdesivir que pour le NHC, eh bien, on a une inhibition quasiment totale, voire totale, de la réplication des virus dans ces cellules, puisqu'on n'a pas de virus détectable ou très peu de virus détectables à 24 ou 48 heures en présence de 10 micromolaires de la molécule. À 1 ou 0,1 micromolaire, l'effet est plus faible et de façon intéressante, l'effet inhibiteur est vraiment très similaire pour le NHC que pour le remdesivir. Maintenant, si on va plus loin et qu'on regarde l'effet de ces deux molécules sur le taux de mutation dans les génomes qui sont trouvés dans ces cultures après 2 jours de traitement avec ces molécules, on trouve un taux de mutation, c'est-à-dire un taux d'erreur, puisque évidemment les mutations ont été introduites par la polymérase du virus elle-même. On trouve un taux d'erreur bien supérieur lorsque les cellules ont été traitées au NHC que lorsque les cellules ont été traitées au remdesivir. Et donc, il y a une bonne possibilité que cette mutagénèse participe à l'inhibition du virus. Cependant, il faut dire aussi que si on augmente le taux de mutation, on risque également d'augmenter les chances que des souches de virus résistantes au traitement par le NHC apparaissent. Des essais cliniques sont présentement envisagés pour cette molécule, mais à ma connaissance, aucun n'a été encore amorcé. On va parler maintenant d'inhibiteurs de la protéase principale du virus qui s'appelle 3CL-Pro, qu'on appelle également M-Pro, M pour main, donc principal. Et ça, c'est intéressant parce que là, on commence à voir des inhibiteurs qui sont des inhibiteurs spécifiques au SARS-CoV-2, qui ont été développés vraiment pour aller inhiber ce virus. Alors, pour développer ces inhibiteurs, les investigateurs sont partis de la structure tridimensionnelle de la protéase 3CL-Pro et principalement du site actif de cette protéase qui se présente évidemment comme une cavité à l'intérieur de la structure spatiale de la protéine. Ça, c'est généralement le cas pour les enzymes. Le site actif est présent dans une cavité. Alors, ils ont remarqué la présence de 4 petites cavités ou de 4 compartiments, si vous préférez, à l'intérieur de cette grosse cavité. Et donc, ils ont cherché des inhibiteurs dont la structure pourrait s'insérer dans cette cavité. Et de plus, comme il y a une cystéine dans le site actif, le cystéine, c'est un acide aminé qui réagit dans certaines conditions et qui peut former des liaisons covalentes, donc des liaisons stables, avec des molécules chimiques dans certaines conditions. Et donc, ils ont cherché des molécules chimiques qui seraient capables
de former donc ces liaisons covalentes avec la cystéine. Et pour ça, ils ont choisi à ce site-là qu'ils appellent le Warhead, ils ont choisi de placer un groupement aldéhyde qui est montré ici dans ces deux molécules, donc qui va donc s'engager dans ces liaisons covalentes. Parmi les différentes molécules qu'ils ont synthétisées, il y en a deux principales, 11A et 11B, qui donnent des effets intéressants et qui sont décrits dans cet article. Alors ici, on a une étude structurale basée sur la cristallisation de la protéase de SARS-CoV-2, la cristallisation de la forme liée justement à cet inhibiteur 11A. Et lorsqu'ils examinent les interactions qui existent au sein de ce cristal, eh bien, ils constatent la présence de plusieurs liaisons faibles entre la molécule et entre la molécule inhibitrice donc, et la protéase, ainsi que d'une liaison covalente avec la cystéine 145 telle que prévu. Au niveau de l'effet inhibiteur de ces molécules, eh bien, on trouve un IC50 qui est d'un petit peu moins de 0,1 micromolaire. Donc là, on est dans des concentrations nanomolaires d'inhibition. Alors évidemment, c'est plutôt bon. Ici, je devrais préciser que pour ces deux schémas du haut, ce qui est montré, ce sont des expériences d'inhibition au niveau moléculaire. Okay. Donc on a des concentrations croissantes de la molécule et on regarde la capacité de cet inhibiteur donc, à diminuer l'activité de l'enzyme dans des réactions moléculaires. Donc là, on n'a pas de cellules, on n'a pas de virus. Okay. Mais évidemment, ils ont également fait des expériences cellulaires, un exemple est montré ici juste en dessous. Et lorsqu'ils regardent la capacité de ces molécules à inhiber l'infection de cellules humaines par du virus SARS-CoV-2 de type sauvage, okay, eh bien, ils observent une inhibition aux concentrations les plus élevées des deux molécules, 11A et 11B, et ils ont un IC50 qui est d'environ 0,5 à 0,7 micromolaire. Donc l'IC50 est plus élevé dans ce contexte cellulaire que dans un contexte moléculaire, ce qui n'est pas surprenant, ce qui est généralement le cas. Ça reste dans le fond un IC50 qui est juste en dessous du micromolaire, alors ça reste intéressant. Donc à voir si à partir de ces deux inhibiteurs il pourrait y avoir développement de médicaments. On peut penser que les compagnies qui travaillent là-dessus vont continuer à tester des analogues de ces inhibiteurs de façon à arriver à des molécules avec un effet d'inhibition encore plus élevé. Alors, je vais parler maintenant de l'utilisation d'anticorps dirigés contre la protéine S. Je pense utile de rappeler comment fonctionnent les anticorps et quelle est la structure de base des anticorps. Dans les anticorps, on a des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes lourdes qui sont représentées ici en bleu, des chaînes légères qui sont représentées en orange. Pour ce qui est des anticorps de type IgG, qui sont ceux utilisés dans les approches qu'on va voir, on a deux régions variables qui sont les régions qui vont permettre à l'anticorps de reconnaître ce qu'on appelle la cible antigénique.
Okay? C'est-à-dire euh, le- la molécule étrangère que cet anticorps est supposé reconnaître. Dans notre cas, ça va être la protéine S du SARS-CoV-2. Alors, le site de reconnaissance de l'antigène est constitué de régions variables, de chaînes lourdes ainsi que de chaînes légères. Et donc, dans le cas des IgG, il y en a deux qui sont normalement identiques. À l'autre extrémité, on a des domaines conservés, okay, qui ont d'autres fonctions pour cet anticorps, mais qui en tout cas ne reconnaissent pas, ne sont pas impliqués dans la reconnaissance de la cible antigénique. Alors, le mécanisme principal par lequel les anticorps vont aller exercer un effet d'inhibition d'un virus comme le SARS-CoV-2, c'est en agissant par un mécanisme qu'on appelle la neutralisation. Donc dans la neutralisation, eh bien, les régions variables de l'anticorps vont reconnaître leur cible, en l'occurrence la protéine S. S, c'est pour Spike de SARS-CoV-2. Et le virus va se retrouver à être couvert d'anticorps, ce qui va empêcher la protéine S d'interagir avec son récepteur naturel, qui est le récepteur ACE2, qui est présent donc à la surface de certaines cellules humaines, dans les poumons et dans le système digestif essentiellement. Et donc le virus va être ce qu'on appelle neutralisé, il ne pourra pas rentrer dans les cellules et il finira par être dégradé. Alors comment utiliser les anticorps pour développer des traitements, donc des médicaments qu'on peut administrer aux patients? Donc dans l'étude que je vais vous montrer, qui représente une bonne illustration de ça, les investigateurs ont purifié des lymphocytes de patients Covid-19. Okay? Parmi ces lymphocytes, il y avait des lymphocytes B qui, évidemment, produisent les anticorps. Et ils ont utilisé un morceau de la protéine S de SARS-CoV-2, okay, qui avait été produit en laboratoire. Okay. Ils l'ont utilisé comme, non pas exactement comme amorce, mais comme hameçon, le terme serait plus exact, pour isoler des cellules, donc des lymphocytes B, produisant des anticorps spécifiques dirigés contre ce domaine RBD de la protéine S. Pourquoi le domaine RBD? Parce que c'est la partie de la protéine S qui est responsable de reconnaître justement le récepteur ACE2. RBD, c'est pour Receptor Binding Domain. Et lorsqu'ils ont pu isoler ces lymphocytes B, ils ont ensuite allé amplifier, okay, et cloner le gène codant pour les régions variables, okay, c'est-à-dire les gènes codant permettant aux anticorps produits par ces lymphocytes B de reconnaître la protéine RBD. Et ils ont cloné ces gènes dans ce qu'on a un vecteur d'expression, un simple plasmide, qui contenait déjà des séquences géniques permettant d'exprimer les régions constantes des immunoglobulines. Okay. Et donc, au final, ils ont des vecteurs d'expression permettant la synthèse dans les cellules d'anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps monoclonaux recombinants, qui contiennent des régions variables, donc provenant de patients Covid-19. Okay. Et ces anticorps, ils peuvent être récupérés dans le surnageant des cellules qui les produisent. Et les cellules utilisées par cette équipe, ce sont des cellules qu'on appelle les cellules 293, ce sont des cellules de rein fœtal humain qui sont des cellules très
très communément utilisés dans les laboratoires et qu'on peut facilement cultiver à grande échelle. Et donc, il purifie les anticorps à partir des surnageants des cellules qui ont reçu ces vecteurs d'expression. Et lorsque cela peut être fait à grande échelle, eh bien, on a maintenant des préparations d'anticorps purifiés qu'on peut tester chez, évidemment, en culture cellulaire, mais également chez l'animal et même chez l'humain. Et il y a des essais en cours de niveau de type 2 et de type 3 pour tester cette approche chez les humains. Alors, je vais simplement ici montrer une expérience en culture cellulaire où on a des concentrations croissantes de deux anticorps, l'un qui s'appelle B38, l'autre qui s'appelle H4. Okay. Et on regarde le pourcentage donc, de neutralisation de virus, et pour ça évidemment c'est pas très compliqué, on peut simplement mélanger les anticorps et le virus, mettre le tout sur des cellules à différentes dilutions des anticorps évidemment, et regarder l'effet sur la production de virus infectieux par les cellules après environ 2 jours de culture ou un petit peu plus. Alors, vous voyez qu'ils ont une très belle inhibition par chacun des deux anticorps, et ce qui est plus intéressant, c'est que lorsqu'ils mélangeaient les deux anticorps, ils avaient une inhibition encore plus forte, c'est-à-dire qu'ils obtenaient pour obtenir le même niveau d'inhibition, ils pouvaient utiliser des concentrations plus petites de chacun des deux anticorps. Alors ça indique que les cocktails d'anticorps sont une voie intéressante, et effectivement c'est la voie qui est suivie par les principaux promoteurs de ces approches. Ici sur la droite, on a une expérience dans un modèle animal. Alors on a des souris qui ont été infectées par le SARS-CoV-2 de façon intranasale, okay. Donc en utilisant soit des petites gouttes, soit un spray de virus, et qui ont ensuite été traités par injection d'anticorps. Alors là, ils ont utilisé les anticorps individuellement, H4 ou B38. PBS, évidemment, c'est un contrôle sans anticorps. Et quelques jours plus tard, ils ont quantifié la quantité de virus dans les poumons de ces souris. Alors pour ça, ils ont sacrifié les souris et ils ont extrait l'ARN et quantifié l'ARN génomique de SARS-CoV-2 par une technique qu'on appelle la PCR quantitative, précédée de reverse transcription. Alors quand ils ont fait cette analyse, ils ont observé qu'il y avait plus de 100 fois de diminution de la quantité d'anticorps, de génome dans les souris qui avaient été traitées par les anticorps. Je dis 100 fois parce que, faites attention, ici c'est une échelle logarithmique. Okay. La compagnie américaine Regeneron a des tests des essais cliniques de niveau 2 et de niveau 3 en cours, utilisant des cocktails d'anticorps. Alors vous pouvez avoir un petit peu plus de détails sur ces essais cliniques en allant sur le site clinicaltrials.gov. Vous trouverez en rentrant comme mot-clé Regeneron et Covid-19, vous allez les trouver tout de suite. Okay. Évidemment, vous avez tous entendu le cas d'un patient célèbre qui est président d'un gros pays qui récemment a été traité par le cocktail d'anticorps de Regeneron qui est présentement à l'étude chez les patients. Les résultats des essais cliniques ne sont pas encore publiés pour ces anticorps, mais évidemment le fait qu'ils aient été utilisés
sur le président des États-Unis indique clairement qu'on s'attend à ce que ce soit une approche qui fonctionne très très bien. Parlons maintenant un petit peu des interférons de type 1. J'en avais parlé dans une autre présentation, mais là on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Les interférons de type 1 comprennent notamment plusieurs sous-types d'interférons alpha, d'interférons bêta, ainsi que d'autres sous-types. Et ils vont créer un effet antiviral, notamment en stimulant la synthèse de dizaines ou de centaines de gènes, dépendant du dosage d'interférons, dépendant du type cellulaire. Et ces gènes vont conduire à l'expression de protéines dont certaines peuvent agir directement sur le virus. Okay. Ça ne fonctionne pas pour tous les virus, mais généralement, en fait, généralement, ça fonctionne sur la plupart des virus dans des modèles de culture cellulaire. Ça ne fonctionne pas toujours dans des modèles in vivo, donc chez les patients. Okay. Dans le cas de SARS-CoV-2, on sait depuis le début que l'interféron inhibe efficacement ce virus. On ne sait pas encore quels sont les gènes antiviraux qui sont impliqués dans cette inhibition. En plus de cet effet de l'interféron sur les effecteurs antiviraux, il y a également d'autres mécanismes d'action. Par exemple, les interférons vont stimuler la présentation d'antigènes qui donc en retour va stimuler la production d'anticorps dirigés contre le virus. Les interférons de type 1 ont déjà été utilisés dans le traitement d'autres infections. Ce n'est pas une approche qui est nouvelle du tout. Donc là aussi, ça pourrait être considéré comme du repositionnement. On a utilisé les interférons de type 1 beaucoup dans le traitement de l'hépatite C, également dans le traitement du virus du papillome. Et je vais simplement vous montrer une liste que je pense exhaustive des interférons de type 1 qui existent sous forme de médicaments. Okay. Donc je ne vais pas lire toute cette diapo, c'est simplement à titre informatif. Vous remarquerez que certains sont ce qu'on appelle pégylés, alors lorsqu'ils sont pégylés, c'est qu'ils ont été modifiés pour augmenter leur stabilité chez les patients. L'un d'entre eux, AlphaCon, en réalité représente a une séquence qui n'existe pas à l'état naturel. C'est un interféron qui découle de l'analyse des séquences d'interférons alpha qu'on trouve dans la nature, et de cette analyse s'est dégagée une séquence consensus qu'ils ont utilisée pour synthétiser cette molécule. Donc, je reviens juste en arrière une minute pour signaler que pour COVID-19, il y a quelque chose qui est bien intéressant, c'est qu'évidemment la plupart des symptômes sont au niveau des poumons. Okay. Et donc, il y a possibilité de traiter les patients non pas par injection de l'interféron, ce qui est la méthode d'administration la plus courante, mais par inhalation d'interférons, okay, en utilisant des nébuliseurs. Donc, tel que montré sur la photo ici, les nébuliseurs vont créer des micro-gouttelettes d'eau qui vont porter la molécule. Donc, le patient va simplement pouvoir inhaler ça. Et il y a deux avantages assez clair pour cette approche d'administration par inhalation. Le premier avantage, c'est qu'évidemment on va apporter l'interféron directement là où sa présence est potentiellement bénéfique.
Et aussi, ça peut permettre potentiellement de diminuer les effets toxiques, parce que l'interféron, c'est un médicament euh, qui, euh, qui conduit à des réactions indésirables assez fortes, euh, et qui, pour cette raison, n'est pas un médicament qui est généralement privilégié lorsqu'il y a d'autres solutions. Euh, L'efficacité de l'interféron de type 1 est parfois aussi un petit peu faible, notamment pour l'hépatite C. Alors pour toutes ces raisons, typiquement l'interféron de type 1, lorsqu'il il est administré en combinaison avec d'autres molécules antivirales. Okay. Donc je vais montrer ici les principaux résultats d'une étude rétrospective qui a été faite par une équipe chinoise qui ont examiné les taux de survie pour des patients admis à l'hôpital avec COVID-19 et qui n'ont pas été traités à l'interféron, ou bien qui ont été traités à l'interféron dès leur arrivée à l'hôpital, dans les 5 premiers jours, ou bien qui ont été traités à l'interféron plus tardivement. Okay. Alors, ici, vous avez les courbes en question. La courbe grise, c'est absence de traitement à l'interféron. Et vous voyez que si on regarde ce qui se passe 2 mois après l'admission, eh bien, il y a à peu près 5% des patients qui sont décédés, puisqu'on a à peu près 95% de survie. Alors ça, c'est le chiffre attendu. C'est un petit peu ce qu'on voit au niveau mondial. Lorsque les patients ont été traités de façon précoce à l'interféron, c'est-à-dire dès leur admission à l'hôpital, on constate une très nette diminution de la mortalité, puisqu'on a maintenant seulement environ 2% de mortalité. Et par contre, lorsque les patients sont traités plus tardivement à l'interféron, là on a une mortalité qui est augmentée. Alors, le schéma ici sur la gauche résume un petit peu la situation. Je vous laisserai le découvrir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le voulez. Mais l'explication logique, c'est que si l'on fournit l'interféron tôt dans l'infection, okay, avant qu'il y ait les complications qui se manifestent sous forme d'inflammation, avec la fameuse tempête de cytokines qui en fait partie, et bien si on traite à l'interféron avant ça, on va pouvoir stimuler la réponse immune et donc inhiber le virus. Par contre, lorsque le patient souffre maintenant de complications et qu'il y a une inflammation prononcée avec une tempête de cytokines, à ce moment-là, si vous traitez avec de l'interféron, malheureusement c'est trop tard et vous n'aidez pas le patient et au contraire, vous allez aggraver l'inflammation. Okay. Donc cette étude rétrospective qui en passant est une étude majeure parce que ce sont des milliers de patients. Et si je me souviens bien, je pense même des dizaines de milliers de patients qui ont été analysés pour construire ces courbes, et bien ça montre qu'il y a un intérêt assez certain à développer ces traitements à l'interféron, mais qu'il faudra les administrer avant que les complications n'apparaissent chez ces patients. Je précise que dans cette étude, l'interféron chez ces patients avait été administré justement par inhalation en utilisant un nébuliseur. Pour finir, une autre avancée importante, c'est l'utilisation d'un corticostéroïde, plus précisément le dexaméthasone, pour traiter les patients qui souffrent de complications sérieuses. Donc les stéroïdes, évidemment, ce sont des médicaments qui vont contrer l'inflammation. Okay. Et comme on pourrait s'y attendre, l'effet bénéfique va donc être observé précisément chez les patients qui
qui montrent ces complications. Donc ici, dans cette étude, on a les courbes de mortalité pour un certain nombre de patients, en réalité plusieurs milliers de patients qui ont été admis dans les hôpitaux avec COVID-19. Donc ici, ce qu'on a, c'est le pourcentage de mortalité chez ces patients par jour après que les patients aient été inclus dans l'étude. Okay? Et on voit que ici, le dexaméthasone aboutit à une légère diminution de la mortalité. Maintenant, si on regarde les patients qui souffrent des symptômes les plus sévères, et le critère pour déterminer ça, c'est que ces patients requièrent une ventilation mécanique, donc des appareils qui vont insuffler de l'oxygène dans les voies respiratoires de ces patients. Chez ces patients-là, il y a une très nette différence et on a une diminution de la mortalité, puisqu'on voit ici qu'après 28 jours, donc au bout d'un mois, on passe de 40% de décès chez ces patients à moins de 30%. Alors évidemment, et malheureusement, on ne supprime pas totalement la mortalité, mais c'est quand même une différence très intéressante et significative. Par contre, si on regarde les patients qui ne souffrent pas de complications, et là le critère c'est que ces patients ne requièrent pas d'oxygène, et bien dans ce cas-ci, non seulement il n'y a pas de différence, mais là en réalité, l'administration de dexaméthasone va accroître le risque de décès chez ces patients. Okay. Et donc, au final, dexaméthasone, c'est une molécule qui permet de réduire le risque de décès lié à COVID-19, et ça a même été la première molécule à montrer cet effet-là, car le remdesivir ne montrait pas cet effet-là. Le remdesivir ne montrait seulement une diminution de la durée des symptômes, ce qui était très différent. Mais par contre, le dexaméthasone doit être réservé et est présentement réservé aux patients qui montrent des complications sérieuses et en l'occurrence une diminution de l'oxygénation. Donc là encore, pour parler à nouveau de Donald Trump, je pense que vous avez entendu parler qu'il avait reçu du dexaméthasone. C'est parce que lorsqu'il a été hospitalisé avec la COVID-19, à 2 reprises, les médecins ont observé une chute de l'oxygénation dans son système sanguin, et donc ce qui était un signe d'inflammation et de complications sérieuses, et donc on lui a administré le dexaméthasone.